Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un format un petit peu hybride. Il s'agit d'une interview, celle de la réalisatrice Anaïs Vachès, qui est une réalisatrice française de courts-métrages de genre. Je dis que c'est un format un petit peu hybride parce que cette interview, qui va être assez longue, son intérêt selon moi, c'est de vous montrer un parcours spécifique de réalisatrice de courts-métrages en France, mais qui du coup va vous donner, avec un peu de chance, une bonne idée de ce que c'est que la réalisation de courts-métrages de genre en France à l'heure actuelle. Donc l'idée, ça va être de parler du travail d'Anaïs, de sa personnalité, des thématiques de ses films, etc. et tout ce qui lui plaît, tout ce qui la motive. Ce portrait pourra servir de modèle ou d'inspiration à éventuellement de jeunes aspirants réalisateurs ou réalisatrices qui nous regarderaient. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'aime beaucoup le travail d'Anaïs. C'est une femme multicasquette qui a commencé en tant qu'assistante réalisatrice, notamment sur la web-série Le Visiteur du Futur, mais qui depuis a réalisé beaucoup de courts-métrages, tous de genre. L'adresse de son site, qui s'appelle Les Contes de Nina, est dans la description. Vous pouvez y voir tous ses courts-métrages. Et vous verrez notamment, d'ailleurs on en parle dans la vidéo, qu'elle ne fait pas que réaliser des courts-métrages. Mais en tout cas, tout tourne toujours plus ou moins autour de l'horreur au sens large. C'est pour ça qu'Anaïs, c'est un profil qui m'intéresse beaucoup, que son travail m'intéresse beaucoup, et que je trouvais ça pertinent de lui consacrer une vidéo. J'espère beaucoup que ça vous plaira, et maintenant je lui laisse la parole. Bonjour Anaïs, merci beaucoup d'avoir répondu présente pour cette interview. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, et de en fait comment est-ce que tu as intégré le milieu du cinéma jusqu'au moment où tu as commencé à faire tes premières réalisations? Donc bonjour Judith. Alors, pour répondre à ta question, après mon bac, en fait, j'ai fait un BTS audiovisuel au lycée Jacques Prévert à Boulogne. Donc très très bon BTS pour ceux qui cherchent un peu à travailler dans le cinéma. C'est là que j'ai rencontré François Descraques, Slimane Baptiste-Berroun, Jimmy Tillier, qui est le compositeur de mes films. Et c'est là que j'ai tout appris. En gros, l'image, le son, le montage, même la production, enfin absolument tout. Donc ça m'a donné un bagage technique très très important. Et après mon BTS, j'ai fait une licence de cinéma et audiovisuel à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Et c'est en fait grâce à cette fac que j'ai pu faire mes premiers courts-métrages. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en fait, à l'époque, faudrait vérifier s'ils le font encore aujourd'hui, mais en tout cas, ils donnaient des subventions pour les courts-métrages. Donc ça s'appelait le FSDIE, voilà. Et c'était un fonds de soutien pour les élèves qui voulaient faire leur propre projet. Et pour donc mes deux premiers courts-métrages, parce que je suis restée 2 ans à la fac, j'ai pu avoir 1 000 € de la Sorbonne et 500 € du Crous à chaque fois. Donc j'avais quand même 1 500 € pour faire mes premiers courts-métrages. Et quand on débute, c'est super. Enfin, ça suffit, quoi. Parce que, bon, forcément, on peut pas payer tout le monde, mais au moins, on peut louer du matériel, acheter à manger, enfin, la base, quoi. Louer peut-être un décor. Et du coup, ça m'a permis de faire voilà, mes 2 premiers courts-métrages et de me lancer. Et en parallèle, j'étais assistante réal sur les projets des copains, mais je faisais aussi d'autres postes comme électrote, machinette, je prenais aussi le son, enfin voilà, c'est comme ça que j'ai un peu fait mes armes sur les projets de tous les gens qui sortaient de BTS, et on s'entraidait tous les uns les autres sur nos projets. Non, en plus c'est intéressant parce que pour le coup, moi j'ai fait aussi la Sorbonne Nouvelle, alors je suis passée oui. assez rapidement, mais pour le coup, on n'était pas spécialement informés sur les Non, c'était aides. un peu secret. D'accord, ok. Moi, en fait, dès que je suis rentrée, j'ai un pote qui m'a dit ça, et du coup, c'est pour ça que je suis restée 2 ans d'ailleurs, sinon j'aurais fait qu'1 an. D'accord. Mais du coup, j'ai fait vraiment la 2e année parce que je savais que je pouvais avoir ça. D'accord, ah bah écoute, s'il y a des étudiants en cinéma parisiens éventuellement qui nous écoutent, bon plan. Très très bon plan. Et donc tu réalises du coup depuis essentiellement donc, des courts-métrages qu'on peut dire de genre, dans lesquels tu laisses une grande place à la poésie, mais qui sont en même temps souvent assez macabres ou assez inquiétants, avec toujours en tout cas une dimension inquiétante on va dire. Alors est-ce que c'est un goût que tu as depuis le début? Est-ce que tu sais d'où ça te vient? Alors je pense que ça vient vraiment de mon enfance, parce que tout se joue là, hein, on va pas se mentir. Ça va être gay. Non. Ça veut pas dire que j'ai eu une enfance horrible. D'accord. Au contraire, super enfance. Mais non, c'est parce qu'en fait, quand j'étais petite, on m'a lu beaucoup, enfin ma grand-mère et ma mère m'ont lu beaucoup de contes de fées et d'histoires un peu qui faisaient peur, mais pas trop, enfin en gros qui apprenaient à appréhender les peurs. Mais en tout cas, j'adorais ce mélange, en tout cas dans les contes qui sont à la fois poétiques et cruels. Enfin, les vrais contes, pour ceux qui ne le savent pas, finissent souvent mal, sont horribles, enfin vraiment assez gore même, et en même temps beaux. Enfin, et avec une morale, toujours quelque chose d'un peu mignon en fait, et enfantin. Et donc je pense que clairement ça me vient de là. Et après les petites histoires qu'on me lisait quand j'étais petite, j'ai lu beaucoup d'histoires qui faisaient peur donc très tôt. Et après, un peu plus tard, les Chairs de Poule, les Stephen King. J'ai toujours baigné dans une littérature un peu horrifique, fantastique, science-fiction, enfin de genre en fait. Et après aussi beaucoup de cinéma de genre
j'ai grandi avec ça en fait, donc forcément ça se ressent dans mes films. Et je pense que les films vraiment qui m'ont marqué et qui ont une influence aujourd'hui sur mon travail, c'est vraiment les films de Tim Burton, en tout cas ses premiers, voilà. C'est toujours utile à rappeler, parmi les fans de Tim Burton, je fais pareil en général. Donc Édouard aux mains d'argent, voilà, évidemment, il y a ce côté poétique, étrange, mignon et noir, enfin tout l'univers de Tim Burton est vraiment passionnant et m'a influencé, c'est sûr. Et aussi les films de Guillermo del Toro et son univers, notamment Le Labyrinthe de Pan, qui est pour moi vraiment, quand je l'ai vu, c'était vraiment une claque, c'est un de mes films préférés. Et surtout sa maîtrise de la direction artistique, où là je me suis dit, ah ouais, on peut aller jusqu'à ce point pour maîtriser la déco, les costumes, les créatures, et forcément ça m'a imprégné, quoi, et ça m'influence. Alors justement, donc tu parles d'un côté des livres et ensuite des films qui t'ont inspiré, mais quand est-ce que tu as su et comment tu as compris que toi, justement, ce goût-là, tu allais vouloir l'exprimer par la caméra, justement, en tant que réalisatrice? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est dès le collège que j'ai voulu faire du cinéma. Je savais pas quel genre de cinéma ce serait, mais en tout cas, je voulais faire du cinéma. C'était comme ça, quoi. C'était mon objectif. Je lisais plein de livres sur le cinéma et je me suis renseignée assez tôt sur comment faire pour faire du cinéma. Et c'est vraiment quand j'étais en 3e et que j'ai vu la conseillère d'orientation et qu'elle m'a demandé ce que je faisais et que je lui ai dit que je voulais faire du cinéma, qui m'a dit qu'il fallait faire S. Alors ça n'existe plus, S, L, E, ES, mais maintenant c'est différent. Mais en tout cas, il fallait faire scientifique. Enfin, il fallait s'orienter vers des matières scientifiques. Et je détestais les maths, la physique. Alors, vraiment, j'ai pleuré, j'ai toutes les larmes de mon corps. Je me dis non, je veux pas. Et bon, je l'ai fait et ça a été très dur parce que... Ah oui, tu l'as fait. Tout le lycée. Si, je l'ai fait. Ah ouais. Et donc le lycée, ça a été très dur parce que du coup, il fallait que je bosse comme une malade pour avoir le niveau, parce que j'étais pas hyper forte dans cette matière-là, quoi. Et j'ai eu mon bac de justesse, mais je l'ai eu. Et après, c'était la libération quand j'ai su que j'étais acceptée dans mon BTS. Et enfin, que j'ai pu faire ce que je voulais. D'accord. Voilà. Mais heureusement que j'ai su tôt ce que je voulais faire, parce que sinon, j'aurais jamais fait S. Ouais, bah non. Voilà. Oui. Et donc, j'aurais pas pu rentrer dans ce BTS, dans cette option, en fait. Non, mais j'admire parce que j'ai un peu le même profil que toi, un peu les mêmes goûts. Enfin, voilà, on s'entend bien, on le sait. Mais du coup, ouais, non, moi, pour le coup, on m'a pas spécialement dit de faire S, mais je pense que c'est pareil, c'était perdu d'avance et que, je sais, ça aurait été très dur pour moi aussi si mais j'avais tu l'aurais fait, je pense. Si on t'avait dit c'est ça... Sans doute, mais waouh. Mais ça aurait été dur. Et puis, finalement, il y a d'autres parcours, tu vois. Le tien est différent et on peut y arriver aussi. Voilà. Ah oui, oui. Alors, heureusement. Pour les personnes qui nous écoutent, faut pas faire que ça. Tous les chemins mènent à Rome. Tant qu'on veut y aller, en tout cas, voilà. Du coup, est-ce que ta volonté de faire du cinéma de genre, ça a représenté une difficulté, que ce soit parfois pour séduire des productions, que les gens te fassent confiance, pour savoir convaincre une équipe, obtenir ce que tu voulais, et ensuite aussi pour faire vivre les films en festival? Eh ben non, alors ça n'a jamais été une difficulté pour moi, parce que j'ai soit produit, soit autoproduit tous mes films. Si j'avais été juste réalisatrice et que j'avais cherché des producteurs, peut-être que ça aurait été différent. Mais en tout cas, comme là, j'étais le moteur du projet, ça n'a jamais été bloquant. Pour les équipes, au contraire, tout le monde est toujours ravi de travailler sur un film de genre, parce que juste de rentrer sur un plateau où tu es dans un autre univers, c'est trop bien, quoi. Donc aucun problème. Et qui d'autre? Et pour les faire vivre en festival ensuite? Et en festival, non, pas de problème non plus. Après, c'est peut-être plus restreint, mais en même temps, il y a plein de festivals de genre maintenant, et fantastiques. C'est ça, c'est souvent pas les festivals les plus officiels, on va dire, les plus établis, mais il y a plein du coup de chemins de traverse de festivals indépendants qui se créent. Et alors du coup, justement, est-ce que parfois tu sens que ça t'a été utile au contraire de vouloir faire du genre? Est-ce que ça t'a favorisé, en tout cas aidé, tu vois? Justement, est-ce qu'il y a des gens que t'as plus facilement rassemblés parce que tu voulais faire du genre? Est-ce que tu t'es démarqué aussi parce que tu faisais du genre? Alors pour les équipes, donc comme je disais, ça n'a pas posé de problème. Ce qui est plus compliqué quand on fait du genre et quand on produit ses propres films, c'est plus compliqué à mettre en place. En termes de déco, de costumes. Donc moi, ça m'a toujours pris beaucoup de temps de prépa. C'est des effets spéciaux en plus. Les effets spéciaux. Voilà, c'est pas je tourne dans un appart avec 2 comédiens et donc la prépa et la post-prod sont faciles. Donc moi, ça me facilitait pas la tâche. Mais en même temps, c'est ça que j'adore. Donc voilà, c'était vraiment aucun problème quoi pour faire ça. Aujourd'hui, je pense que ça me permet de me démarquer quand même. Ça peut être une force. Alors qu'avant, peut-être moins. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plutôt bien vu de faire du genre, alors qu'avant, ça pouvait peut-être être moins remarqué, en tout cas. Et alors, du coup, en 2008, tu réalises ton premier court-métrage « Il était une fois ». Alors non. Alors justement, c'est pas ton premier, c'était ma première. Oui. Non, c'est pas mon premier. Le premier, c'est Mona.
que j'ai fait en 2006. D'accord. Mais alors qui, lui, n'est pas forcément disponible du coup sur ton site? Non, voilà, il n'est pas du tout disponible parce que c'était mon premier court-métrage et comme chacun sait, mon premier court-métrage, on n'a pas forcément envie de le montrer. Voilà. Alors, il est trouvable sur le net. Ah, mais si on cherche j'ai bien cherché. D'accord. En tout cas, il n'est pas sur ma chaîne YouTube. C'était encore un court-métrage fantastique. D'accord. Okay. Voilà, donc dès le départ, de toute façon, je n'ai fait que ça, finalement. Voilà, donc sur toute la lignée. Mais j'ai beaucoup appris en le faisant. J'ai fait mes armes. Et du coup, l'année d'après, quand j'ai fait Il était une fois, parce qu'en fait, Il était une fois, j'ai fait en 2007. Et bien du coup, j'étais plus prête. Voilà, j'ai pu plus le peaufiner, plus travailler l'ADA, chose que j'avais moins fait dans mon premier court-métrage. J'étais plus à l'aise avec les comédiens, l'équipe. Donc voilà. Donc c'était mon deuxième court-métrage. Et du coup, c'est l'histoire d'une sorte de dystopie dans laquelle on suit une petite fille qui a envie de dessiner en couleur alors que le monde dans lequel elle vit est très austère et justement monochrome, tout gris, voilà, et qui elle donc va se battre entre guillemets pour essayer de pouvoir continuer à dessiner en couleur. Et du coup, qu'est-ce qui te tenait le plus à cœur dans ce premier film? Alors en fait, c'est simple, c'est que c'est vraiment une histoire très très personnelle. Donc inspiré. Alors, tous mes films sont inspirés un petit peu de moi, en tout cas de période de ma vie. Et c'est vrai que ce film parlait vraiment d'une enfant qui n'est pas bien à l'école et qui vit comme une oppression et qui ne peut pas s'exprimer. Et donc ça parlait clairement de moi quand j'étais petite, où vraiment pour moi, dès que je suis rentrée à l'école, même primaire, je me suis sentie vraiment emprisonnée. Et ça jusqu'à la terminale. Donc ça a été très long. Ah oui. L'école, c'était très très long. Et en fait, j'ai remarqué qu'avant de rentrer à l'école, j'écrivais... En fait, moi, j'avais toujours écrit, même toute petite, à 6 ans, j'écrivais des contes. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça à l'école, parce que, j'étais prise dans autre chose. Et du coup, cette idée est née de là. Je me suis dit, mais en grandissant, finalement, si on est dans un cadre qui nous aide pas, en tout cas qui nous fait nous sentir mal, on peut perdre un peu de cette créativité et s'oublier soi-même. Et du coup... j'avais envie de parler de ça parce que c'est un sujet qui m'est cher. Comme c'était que ta deuxième réalisation, comment est-ce que tu as monté ton équipe à l'époque? Et bien alors justement, c'était la même équipe que mon premier court-métrage, tout simplement. Et en fait, mon premier court-métrage, c'était tous mes potes de BTS. Donc c'est l'avantage de faire une école de cinéma ou audiovisuel, c'est qu'après, normalement, tout le monde est ultra motivé pour bosser sur les courts-métrages de tout le monde. Il faut en profiter les premières années parce qu'après, les gens n'ont plus le temps. Donc là, j'en ai bien profité pendant les deux années après le BTS. Tout le monde était... On s'entraidait tous, c'était une super période. Donc tu nous as dit ce que ça représentait pour toi, mais le film parle d'un personnage qui est plus ou moins inadéquat à l'environnement dans lequel il évolue, en tout cas qui s'y sent mal, qui est un peu bancal par rapport à cet univers, qui n'est pas spécialement dans les clous. Et en fait, c'est vraiment un motif qu'on va retrouver dans tous tes courts-métrages, jusque-là. Alors du coup, est-ce que tu savais déjà, au moment de réaliser Il était une fois, que ça allait être vraiment le fil rouge de ta carrière de réalisatrice? Eh bien non, je ne pouvais pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Tu t'étais pas dit, c'était pas un projet. Je vais faire que des films qui parlent de ça. Non, pas du tout. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on a fait ces films ou ces livres ou quoi que ce soit, et quand on se retourne et qu'on regarde et qu'on voit le chemin, là on voit qu'effectivement, j'aborde toujours les mêmes thèmes, mais je les travaille de façon différente, de différents points de vue. Et ma pensée évolue avec moi au fur et à mesure, en fait. C'est ça qui est bien. C'est que du coup, je pense pas que je me renouvelle pas. Et du coup, en 2013, si je ne me trompe pas, tu réalises Little Doll. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit enfermée dans un grenier avec ses poupées. Et au fur et à mesure de l'histoire, on se demande si elle est enfermée pour être protégée ou pour protéger les autres. Enfin bon, voilà, je n'en dis pas plus. Donc le film est beaucoup plus court que le précédent. Mais par contre, l'image commence aussi à être plus aboutie. Est-ce que toi, t'as fait exprès de réduire le format pour concentrer tes moyens sur un temps plus restreint? Alors en fait, ce projet, je l'ai un peu vu comme un exercice où je me suis dit, mes 2 premiers cours, ils faisaient 20 minutes. Là, j'avais envie de faire plus court. 20 minutes, c'est beaucoup pour des premiers courts-métrages. Oui, je conseille pas aux gens de faire 20 minutes. C'est bien de faire des petits, 5 minutes et tout, pour bien se concentrer justement sur le décor, les personnages, les costumes. C'est l'avantage. Et du coup, là, j'avais vraiment envie justement de travailler mon univers. Et du coup, ça se voit dans le court-métrage, en termes de déco, voilà, j'ai pu vraiment me concentrer là-dessus. Et surtout, je voulais pas faire plus de 2 jours, là c'était sur 2 jours. Je voulais pas faire plus de 2 jours parce que comme ça me faisait un week-end, je pouvais demander encore à des amis de venir bénévolement.
Et ça me coûtait pas trop cher parce que c'est le premier film que j'ai produit avec French Nerd Productions. Donc là, c'était mon argent, quoi. Oui, d'accord. Donc je pouvais pas non plus, comme mes 2 premiers courts-métrages, faire 5 jours, demander à des gens de bloquer une semaine, c'est beaucoup quand même. Oui. Enfin, surtout quand on n'est plus à la sortie d'école. Au bout d'un moment, les gens n'ont plus autant de temps et ont besoin de travailler et gagner l'argent, c'est normal. Du coup, là, c'était un week-end, donc je me disais, bon, ça fait plaisir, les gens sont contents, ils viennent participer à ça, et moi, je m'entraîne et je raconte ma petite histoire dans mon petit grenier, qui était une chambre de bonne dans l'immeuble de mon père. Et du coup, on a pu, avec Olivier Martin, qui était le chef déco du Visiteur du Futur, on a pu aussi retravailler pendant 2 semaines avant, mettre le papier peint. Moi, j'ai ramené tous mes meubles de chez moi, j'ai chiné dans les brocantes et on a pu faire un petit univers où on était bien. Et pour parler un petit peu de la musique, parce que c'est vrai qu'on retrouve un peu le même genre de thème au piano, de musique un petit peu enfantine et inquiétante dans les 2 films. Est-ce que c'est une musique qui compte pour toi? D'où ça vient? En fait, j'adore ce genre de musique. Donc c'est encore une fois, effectivement, je pense que les musiques de Danny Elfman, qui est le compositeur de Tim Burton, m'ont influencé là-dessus. Mais en général, j'aime bien que dans un film, il y a une petite musique, un peu comme ça, tu vois, même dans Inception, tu vois la petite musique au piano, dans La jeune fille de l'eau, de Night Shyamalan aussi, il y a des petites musiques comme ça. En fait, quand je vois ces films, c'est le moment où je suis hyper émue, en fait, dès que j'entends ce genre de musique. Et du coup, instinctivement, c'est ce que je demande à mon compositeur, en fait, donc qui est Jimmy Tillier. Et en fait, la façon dont on travaille, c'est que souvent, je lui mets une musique rêve que j'aime bien, parce que comme je fais le montage de mes films, j'ai besoin de mettre une musique pour voir si ça marche, pour mettre une ambiance. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il l'écoute une fois, et il l'écoute plus, mais au moins, il a l'effet un peu que je recherche. Et après, il recrée à partir de ça, en tout cas quand il travaille avec moi. Il ne fait pas ça forcément avec tout le monde, mais nous, c'est notre façon de travailler. Et dans Little Doll, il y a une voix off qui, moi, personnellement, justement, m'a fait penser, même avant que t'en parles, au court-métrage Vincent de Tim Burton, qui est vraiment un immense chef-d'œuvre, je trouve. Est-ce que c'était une influence voulue? Évidemment, ce court-métrage, pareil, quand je l'ai vu, je fais « waouh, incroyable !» Donc, tout le monde devrait voir ce court-métrage, hein. Donc oui, Tim Burton, effectivement. Et en fait, donc, c'est vrai que pour cette voix off, clairement, en plus j'ai une voix off, une voix d'homme un peu âgé qui ressemble en plus. Enfin, ça fait un peu penser à Vincent, c'est sûr. Once upon a time, there was a girl who lived in a most unique scene. She had her own little habits, her own rules and routine. Et dans mes contes animés aussi, parce qu'il y a toujours aussi ce système de voix off, et toujours, souvent, pas toujours, mais en rime. J'aime bien quand ça rime, mais bon, parfois c'est pas forcément des contes qui riment. Et j'adore le travail de mettre une voix off, et après d'avoir des images complètement enfantines et cruelles derrière. Enfin, il y a plus une petite musique de Jimmy, un petit peu mignonne mais inquiétante, et là on est bien. Voilà, et donc ça justement, tes contes animés, c'est aussi des choses qu'on peut voir sur ton site, donc je rappelle les contes de Nina, mais je mettrai évidemment le lien en description, où on trouve tes courts-métrages, mais donc voilà, tes contes, ils sont très courts. C'est quoi? C'est 2 minutes? Oui, 2 minutes. 2 minutes, ouais. Voilà, c'est pas forcément tous pour les enfants. Ça finit pas forcément bien. Voilà. Non, c'est plutôt pour adultes, même s'il y a des enfants qui les ont vus. Mais... les adultes, voyez-les, et vous verrez si vous pouvez les conseiller à vos enfants. Effectivement, mais comme dans le livre de Tim Burton aussi, La triste fin du petit enfant huître, c'est aussi plein de petites histoires cruelles. Si je me trompe pas, en 2017, tu réalises La fille accordéon, qui parle d'une jeune fille dont le buste est un accordéon, et qui va essayer de s'enfuir, c'est pareil, du grenier dans lequel elle est enfermée. Comment est-ce que ce projet est né, et comment tu l'as fait produire? Eh bien, alors, il est né tout simplement parce qu'en fait, c'est un conte illustré que j'avais écrit il y a longtemps. Et en fait, tout comme Little Doll, ça faisait un petit moment que j'avais pas réalisé, je me suis dit, il faut que je tourne quelque chose. Et donc, en fait, j'ai tout simplement fouillé dans mes contes, et je me suis dit lequel je pourrais mettre en image. Et celui-là, donc il y a un dessin que j'avais déjà fait de cette fille à accordéon qui nous a servi pour le film. Je me suis dit, ce serait tellement cool de la voir en vrai. Voilà. Et du coup, je me rendais pas compte que ce serait si compliqué. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, bon, j'aimerais faire ça. Et en plus, je connais une contorsionniste qui pourrait rentrer dans le costume. C'était les 2 éléments qui m'ont fait que... Parce que si je ne connaissais pas de contorsionniste, je me serais pas dit, tiens, je vais faire ça. Mais du coup, comme je la connaissais, que tout ce qu'elle faisait, je trouvais ça déjà magnifique, et c'était trop beau à chaque fois que je voyais des vidéos d'elle en train de se contorsionner et tout. Très poétique, d'ailleurs.
je me suis dit, elle serait parfaite. Marine Buridan, qui, pour la petite anecdote, était donc la chef déco du Petit Monstre. Que j'ai fait après. Donc elle est à la fois chef déco et à la fois contorsionniste. D'accord, oui, multicasquette. Multicasquette. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis dit, faisons ce film. Et alors, il y a un point de départ commun avec le précédent. Donc c'est pareil, on a voilà, cette jeune femme qui est a priori plus ou moins enfermée dans un grenier et qui souhaite en sortir. Mais par contre, le développement est complètement différent. Du coup, pourquoi tu penses a eu lieu ce changement de paradigme ? Bah, en fait, je pense que comme à chaque fois que j'écris un moment différent de ma vie, mon état d'esprit est différent. Et à ce moment-là, j'avais quand même envie d'une fin plus positive, d'espoir. Voilà, parce que c'est vrai que souvent, les films, il y a peu d'espoir. Et encore non, Il était une fois quand même, ça finit. Mais à quel prix? Oui, voilà. C'est ça. Bon. Donc, mais là, non, j'avais envie que ça finisse bien, qu'on se dise, ok, elle est libérée, quoi. Et moi, ça m'a fait du bien. En fait, ça fait du bien. En fait, c'est un peu thérapeutique, hein, mes films aussi. Donc, oui. Donc voilà, moi, ça m'a fait du bien de l'écrire et de la libérer. Et il fait du bien à regarder aussi, du coup. Quand tu crées donc cette fille accordéon, c'est la première fois que tu passes d'une histoire qui raconte un mal-être intérieur ou psychologique, etc., à du coup vraiment la représentation d'une différence physique. Qu'est-ce que ça a changé pour toi à l'écriture? Parce que du coup, par exemple, il y a beaucoup moins de dialogue. Ah oui, bah du coup, à l'écriture, c'était pas forcément plus compliqué. Je décrivais ce qu'elle faisait et effectivement le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, moi ça m'arrange, je suis pas hyper forte en dialogue, donc moins il y en a, mieux je me porte. Et par contre ce que ça a changé, c'est que c'était beaucoup plus compliqué à mettre en place. En fait c'est surtout ça, c'est que à aucun moment je me suis dit que ça allait nous prendre autant de temps de caler la chorégraphie. On se voyait 3 fois par semaine avec Marine pendant 3 mois et on calait la chorégraphie, en même temps on faisait des tests de costumes avec Léa Delmas, qui était donc la costumière. Et à chaque fois, on se rendait compte qu'il y avait des problèmes et que ça n'allait pas, parce qu'il fallait qu'elle puisse l'enfiler sans qu'il y ait de fermeture éclair et de bouton, en fait. Et il fallait qu'elle le déchire pas en se contorsionnant. Ah ouais. Il fallait qu'elle soit bien dedans, parce qu'une journée de tournage dans un costume, on n'est pas bien, enfin voilà. Donc ça a pris beaucoup de temps de le créer, parce qu'au début, elle ne ressemblait à rien dans son costume, c'était pas beau. Donc en fait, même de rendre ce costume esthétique. C'était pas simple, même la perruque, on a mis du temps à la trouver. D'abord, on avait essayé des perruques, c'était pas beau, quoi. Et quand on a trouvé la longue perruque qui la cachait en même temps, ça l'a tout de suite habillée, en fait. Et du coup, il y a pas d'effets spéciaux numériques sur ce costume? Il y a deux plans d'effets spéciaux. Mais juste quand elle est à la porte et qu'on la voit un peu se déhancher. Ouais. Parce que là, évidemment, physiquement, c'est impossible. On voit pas forcément que c'est un plan d'effets spéciaux, mais on ressent un truc bizarre quand on le voit, parce qu'il est très court. Et après, quand elle tombe, voilà. Donc c'est que 2 plans qui n'étaient pas compliqués, enfin c'est des passes de fond vert. C'est juste ça prend un peu de temps, et comme je n'avais qu'une journée de tournage, c'est ça qui était compliqué. Mais en soi, c'était pas des plans d'effets spéciaux compliqués par rapport à d'autres choses que j'avais faites. Maintenant qu'il est réalisé depuis un moment et qu'il vit sa vie, est-ce que tu peux nous parler un peu de son parcours en festival? Et du coup, pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude des parcours de court-métrage en festival, nous expliquer pourquoi ça s'étale sur plusieurs années, parce qu'il vient d'être récompensé en fait. Oui, il a été récompensé là en septembre au festival Frames, où il a eu le prix de la fiction, donc super festival pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est vrai que du coup ça s'étend sur plusieurs années effectivement, mais Frames c'est une exception, parce que normalement les festivals, on n'a qu'une fourchette de 1 an ou 2 par rapport à la date du début de la production. Donc en fait, là, moi, je peux plus l'envoyer en festival normalement. D'accord. Il n'y a que le festival Frames qui accepte sans date, en fait. Donc même si tu as fait ton court-métrage il y a 10 ans, tu peux l'envoyer. Sinon, il a eu une belle vie en festival parce qu'il a commencé par être projeté en cérémonie d'ouverture du PIF. Du coup, il s'est fait remarquer et du coup, c'est même les festivals à l'étranger fantastiques qui me contactaient. D'accord. Donc du coup, ça l'a permis d'être un peu partout dans le monde projeté pendant assez longtemps. Dans plein de pays différents. Voilà, ça c'était cool. Ça c'est chouette. Pour rappel, le PIF, du coup, ça fait un moment que j'en parle sur ma chaîne, c'est le Paris International Fantastic Film Festival, dont j'ai déjà longuement parlé, donc c'est très classe, ma foi, qu'il ait été projeté en ouverture. Surtout que c'était au Max Linder, c'était tellement grand, c'est la première projo, et puis j'ai dû parler devant tous les gens qui étaient là, il y a eu beaucoup de monde, mais c'était super. Ouais. En 2018, ensuite, tu réalises donc Le Petit Monstre, qui est ta dernière réalisation en date à ce jour. Donc ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui entame une relation avec un jeune homme qui lui livre ses repas chez elle. Sauf que donc voilà, elle refuse absolument de sortir de chez elle à cause de ce qu'elle garde secret dans son appartement. C'est ton projet, je pense qu'on peut le dire, le plus abouti jusque-là. Est-ce que c'est un film que tu voulais faire depuis longtemps? Alors c'est une idée que j'avais depuis longtemps. C'est-à-dire que souvent j'ai des documents Word dans mon ordi où je mets des idées, je note des trucs et tout. Ce film a été fait dans le cadre de la chaîne French Ball, qu'on avait donc avec François,
des Cracks, Slimane Matisse-Beroun et Raphaël Descraques, et aussi Florent Dorin et Mathieu Poggi. Et ça faisait 2 ans qu'on faisait des sketchs pour cette chaîne. Et en fait, à la fin de ces 2 ans, j'ai pu proposer moi un projet. Parce que jusqu'à présent, je ne proposais pas de projet, c'était plus les garçons qui proposaient leurs idées. Et du coup, j'ai ressorti ça de mes tiroirs. Je me suis dit, ah tiens, ça serait cool et tout. Et là, du coup, comme ils ont bien aimé un peu le synopsis, on va dire, après j'ai pu écrire plein de versions. Mais en tout cas, ils étaient OK pour le faire. Et je crois qu'il y a eu 1 an d'écriture, où vraiment, c'était long quoi, de le finaliser. Après, on a réussi à avoir un diffuseur, France Télé. Et donc, il a été acté qu'il soit après diffusé sur la chaîne Studio 4, qui est maintenant devenue Slash. Alors justement, ce que je voulais te demander, c'est, parce que là, du coup, tu repasses sur un format qui est un peu plus long que les précédents, qui faisaient quelques minutes. Est-ce que l'écriture, la production, le tournage, est-ce que tout a été plus long, du coup ? Alors, ça n'a pas été plus long. Enfin, le tournage, oui, forcément. Enfin, 5 jours, mais en même temps, j'avais déjà fait 5 jours. Enfin, là, c'était même 4 jours, en fait. Donc, le tournage n'était pas plus long. D'accord. La prépa n'a pas été tellement plus long que sur mes autres courts-métrages, en fait. Enfin, en fait, comme j'ai toujours eu beaucoup de déco, de costumes, ça m'a toujours pris du temps. Un temps fou. Du temps. Je dirais que ça a été même plus rapide que La fille accordéon, où il y avait toute cette répétition là, qui s'est étalée sur des mois. D'accord. Pourtant, là, t'as eu plus d'effets spéciaux. Il y a la post-prod. Pour la post-prod, la post-prod était plus longue. Mm. Ouais, la post-prod, oui, parce qu'il y avait, je sais même plus combien de plans d'effets spéciaux avec le monstre. Bah donc là, oui, c'était plus long. Mais je dirais pas de la prépa, parce que même une fois que j'ai proposé de tourner dans mon appartement, parce qu'on ne trouvait pas le décor que je voulais. En fait, il aurait fallu tourner en studio pour tout reconstituer, avoir du papier peint, cette ambiance. Mais ça coûte trop cher. Donc du coup, j'ai proposé de tourner dans mon appartement. Et après, une fois qu'on a, avec Marine Buridan, qu'on s'est dit ce qu'on allait faire, je crois qu'en 1 semaine, ils ont tout fait. D'accord. Voilà, donc c'était un temps restreint, quoi. Papier peint et tout, Emmaüs, brocante, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la conception du petit monstre ? En fait, vraiment, la référence, c'était les petites bêtes dans les films de Miyazaki. Les Noiraudes. Voilà. Et même dans Chihiro, quand la créature qui grandit, voilà, le monstre qui mange tout le monde. Donc ça, c'était un peu ma ref. Et après, il y avait aussi les créatures de Attack the Block. Donc c'est Tronatic Studio, la boîte qui a fait les effets spéciaux. Quand je leur ai dit que je voulais un monstre avec des poils, on m'a dit, bon, t'es sûre ? Parce qu'au début, ils me proposaient un monstre sans poils. Et je disais, c'est plus simple. Je dis, oui, mais non, je veux des poils. Et du coup, c'était compliqué, les poils. En fait, il faut beaucoup de poils pour recouvrir un monstre. Et donc, ça prend des heures et des heures de calcul. Donc ça, c'était... Voilà. Et donc, en fait, une fois que j'ai expliqué ce que je voulais à Atalo, du coup, il m'a fait des dessins et sur l'évolution du monstre, pour qu'on voit un petit peu, pour qu'on le comprenne, le fait qu'il est... avec les tentacules, que tout soit logique en fait, que ces petites pattes puissent se transformer, que ça sorte pas un peu de nulle part, sa transformation, et du coup c'est assez cohérent, et voilà comment on a travaillé, et je suis très contente. Oui, le résultat est très payant. Bah non, mais il est adorable ce monstre. Il est très mignon. Tout le temps. Mais c'était pas évident de trouver le juste milieu entre il faut qu'il soit mignon et en même temps qu'il puisse ne plus l'être et tout, voilà. Et puis avec ses grands yeux, ça faisait un peu très, très manga aussi, donc attachant. Comment est-ce que tu as monté ton équipe, ton casting, etc. Est-ce que tu as fait appel à des gens avec qui tu avais déjà travaillé pour le coup ? Est-ce que tu as un peu renouvelé Eh bien, comme je l'ai tourné à 1 an d'écart avec La fille accordéon, même pas, quelques mois, j'ai repris toute mon équipe et c'était cool parce que sur La fille accordéon, tout le monde était bénévole. Et là, tout le monde a pu être payé. Ça, c'est chouette. Donc c'est un peu la récompense. Et quand on a une équipe qui marche... faut reprendre les mêmes, faut pas chercher. Complètement. Voilà. Oui, ça, voilà, on ne trouve pas toujours l'équipe qui marche du premier coup, mais une fois qu'on l'a, c'est bien de la tenir. Donc j'ai eu la chance du coup d'être très bien entourée, surtout que c'était des journées compliquées. Voilà. On a fini assez tard tous les jours, et c'est vrai que là, si j'avais pas eu des amis techniciens, le projet n'aurait pas pu se faire. C'était vraiment trop ambitieux par rapport au nombre de jours et au budget qu'on avait. Donc heureusement, et merci encore à mon équipe. Et donc c'est la première fois dans le film que tu fais intervenir un personnage masculin aussi important, parce que jusque-là, c'est vrai que tu as toujours une héroïne très centrale. Est-ce que tu étais consciente de cette évolution ? Est-ce que tu sais pourquoi ? Oui, j'étais consciente parce que en fait, c'est que je voulais raconter une histoire d'amour. Donc à partir de là, que je n'avais pas encore fait. C'était un peu de challenge pour moi. Et donc voilà, forcément, comme là pour le coup c'était une femme et un homme, du coup il y avait un homme dans l'histoire, et du coup c'était intéressant pour moi justement de travailler un autre type de personnage. Et surtout je me suis rendu compte que c'était très très dur de raconter une histoire d'amour en court-métrage. Parce qu'en 20 minutes, il faut qu'il tombe amoureux, qu'on arrive à comprendre qu'il tombe amoureux, en fait, dans un long métrage, on a le temps de faire tout ça. Et dans un court, en fait,
plus ou moins dit que je me tirais un peu une balle dans le pied en faisant ça parce que ça n'allait pas marcher. Ah quoi. oui, on te l'a dit. On me l'a dit, on m'a dit que ce n'est pas possible. D'accord. Les gens ne vont pas avoir le temps de s'attacher, de comprendre et tout. Donc bon, je l'ai quand même fait, mais c'est vrai que jusqu'au dernier moment, je me suis dit, est-ce que ça marche ? Je ne savais pas si ça marchait. Ben si, pourtant ça marche. Et heureusement, ça marche. Ouais, bah ouais, mais c'est un peu un miracle quand même. On a un peu une fin en demi-teinte avec ce film, parce que jusque-là, t'avais fait des fins tristes, des fins plus heureuses, pleines d'espoir, comme tu disais avec La fille accordéon. Là, on est un peu en demi-teinte, ça finit bien, mais on sent que voilà, c'est pas sans nuages, on va dire. Est-ce que toi, t'as l'impression d'être arrivé un petit peu, du coup, avec cette conclusion, à boucler un peu l'arc justement de tous ces courts-métrages qui explorent de plein de manières différentes des thématiques voisines ? Non, je pense que je suis pas c'est pas la finalité. Et comme ce que je disais, c'est que j'évolue avec mes histoires. J'espère avoir d'autres choses à raconter. En tout cas, pour mes prochains projets, je sais que j'ai d'autres choses à raconter et que ça va encore évoluer en fait. Et tant mieux. De me dire, ce serait un peu triste. Je serais un peu triste de me dire, ça y est, j'ai fini, je passe à autre chose. C'est tellement global que je sais que j'ai encore d'autres choses à dire. Est-ce qu'aujourd'hui, Le Petit Monstre, c'est celui de tes films auquel t'es la plus attachée ? Alors non, moi je suis attachée à tous mes films, même s'ils sont pas parfaits ou quoi. Mes films, c'est vraiment comme mes enfants, quoi. Enfin, c'est tellement, toi-même tu sais, quand tu fais un film, c'est tellement d'investissement, Enfin, on s'en occupe tellement, et ça nous prend tellement de temps que forcément, ils font partie de nous, quoi. Donc, et tous, j'aime des choses dans chacun, et donc je dirais pas que Le Petit Monstre, c'est mon préféré. Est-ce que tu peux nous parler de son parcours à l'heure qu'il est ? La particularité du Petit Monstre, c'est que c'était un film destiné à YouTube. D'accord. Il est sorti tout de suite sur la chaîne donc, de Studio 4 qui est devenue Slash. Mais du coup, là pour le coup, ça ferme plein de festivals. Hein, ouais. Parce que les festivals, ils demandent de l'exclusivité. Il y en a plein qui ne veulent pas que ce soit sur Internet. Et je sais pas comment ils font, ou ils font des recherches ou quoi. En tout cas, j'ai vu la différence avec La fille accordéon. Et je l'ai envoyé pendant 1 an. Il a eu pas tant de sélection que ça en fait. Mais il a quand même été dans des festivals où il a gagné des prix, donc j'étais très contente. Mais c'est vrai que c'était pas Voilà, j'ai vu une différence quand même, le fait qu'il soit sur Internet. Mais du coup, est-ce que ça t'a apporté peut-être plus de visibilité que les festivals ? En fait, l'intérêt, c'était qu'il a eu beaucoup de vues sur YouTube. Donc là, il a 2,3 millions. C'est énorme pour un court-métrage. Et c'est un peu un des derniers courts-métrages de cette ère-là qui peut aussi bien marcher. Enfin, que moi, en tant que réalisatrice... c'est pas dit que mes autres courts-métrages que je ferais marcheraient aussi bien. Là, il y a eu je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les planètes se sont alignées et du coup, ça fait que ça a bien marché. Et c'est ça qui m'a donné une grande visibilité. Donc au final, pour moi, c'était aussi bien que d'être en festival. Donc c'est pas grave. Donc justement, est-ce que tu as le sentiment que d'avoir réalisé Le Petit Monstre, ça t'a ouvert des portes, ça t'a permis de te faire valoir ? Et est-ce que ça a été du coup un moteur pour des futurs projets ? Oui, effectivement, après, j'ai eu quand même des producteurs qui m'ont contactée, donc pour des projets de court-métrage pour l'instant. Et surtout, étonnamment, chose auquel je ne m'attendais pas, c'est qu'une éditrice m'a contactée pour écrire mon premier roman, donc Les élèves de l'ombre. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un dénouement que je n'attendais pas. Et en fait, elle avait vu Le Petit Monstre, et comme elle lançait une collection qui s'appelait Hanté, et qui était un peu une sorte de chair de poule moderne, avec des histoires, un auteur pour chaque livre et des histoires un peu d'horreur, elle s'est dit que comme j'avais écrit Le Petit Monstre, je pouvais potentiellement écrire un livre. Eh bien ça s'est fait. Ça s'est fait, et en plus, on a gagné un beau prix, c'est le prix Quai du Polar en 2021, qui est quand même un très gros festival, et donc c'est une reconnaissance vraiment super chouette pour mon premier livre, enfin mon premier roman, qui n'est pas mon premier livre, mais mon premier roman. Donc ça m'a débloqué, voilà, ça m'a permis de me faire repérer par des producteurs et par une éditrice, donc c'est quand même pas mal. Alors justement, donc effectivement, on aborde le sujet, tu ne fais pas que réaliser des films, ce qui est déjà très bien, ma foi, mais donc t'écris aussi pour la jeunesse, du coup, depuis ce moment-là, et c'est la première fois que t'écris... Non, c'est pas la première fois que t'écrivais pour la jeunesse, du coup. Non, voilà, donc il y avait Les Petites Cartes Secrètes avant, qui est une BD, qui est un roman graphique, illustré par Cyrielle, aux éditions Delcourt, avec mon éditeur qui était donc Davy Mourier et Marion Amir-Gagnon. Ça, c'est un projet, en fait, c'est Davy Mourier qui m'a contactée, parce qu'à l'époque, j'avais créé un blog où j'avais créé 150 cartes postales entre un petit frère et sa petite sœur qui s'écrivent par carte postale parce que leurs parents se sont séparés et du coup les enfants ont été séparés et du coup ils veulent réunir leur famille à nouveau. Voilà. D'accord. Et j'avais fait ce blog et quand lui il est devenu directeur de collection chez Delcourt, il m'a contacté pour me dire ah tiens, tu voudrais pas faire une BD, et il m'a proposé d'adapter mon blog. Alors au début je me suis dit mais je ne vois pas du tout comment je peux l'adapter, et finalement il m'a aidé au départ à visualiser un peu la BD et ça s'est fait.
Bon, ça a pris du temps, mais c'est très long une BD. Mais en tout cas, voilà, ça c'était mon premier livre. Et donc depuis, tu as davantage retranscrit justement ton amour du genre Du coup, à l'écrit, on va parce que c'est mon éditrice, donc Clémence Bard, qui du coup me propose, c'est elle qui me propose des projets qui sont toujours dans ce style-là, et moi je suis ravie. Je suis plus que ravie. Parce que donc, Les élèves de l'ombre, c'est elle qui m'a proposé d'écrire dans cette collection hantée. Et donc j'avais carte blanche pour parler de ce que je voulais, et ce livre, encore une fois, qui parle un peu d'une période de ma vie, parle de mes années collège, que j'ai très mal vécu aussi, en termes de harcèlement des profs et des élèves. Et donc j'ai pu un peu mettre toutes mes peurs, tous mes trucs horribles qui me sont arrivés dans ce livre, mais sous forme de fantastique. Donc c'est ça qui était trop chouette. Bah oui, c'est beaucoup mieux que d'écrire comme si c'était arrivé. Et du coup, ça s'adresse à des enfants de quel âge? Et du coup, je crois que c'est 10 ans. Dès 10 ans. Parfait. Dès 10 ans, voilà, ça fait 100 pages, c'est écrit gros. Et du coup... Et ça fait un peu peur, mais ça va. Bah c'est ça qui est bien, c'est parce que souvent, je sais que je suis d'une génération où les gens qui adorent le cinéma de genre ou la littérature horrifique, etc., ont envie de partager ces choses avec leurs enfants, mais savent pas tellement comment ne pas les traumatiser non plus. Ça va. Donc, non, franchement, là, tu offres des possibilités, oui, j'offre des possibilités. Voilà, que des solutions. Non. Parfait. Et tout récemment, là, tu viens de sortir La maison hantée de Nino Isoé. Oui, tout à fait. Et donc ça, c'est pour quel âge? Alors ça, c'est écrit à partir de 7 ans. Okay. C'est un roman première lecture. Alors les romans première lecture, c'est pour les enfants qui lisent, mais qui veulent lire tout seuls leurs livres, sans leurs parents. D'accord, ouais. Donc voilà. Du coup, c'est écrit encore plus gros, et c'est illustré. C'est très bien illustré, donc pour aider dans la lecture et l'imagination des enfants qui auraient un peu peur de lire un livre tout seul. Là, au moins, c'est comme s'ils étaient un peu accompagnés. Et en même temps, en tant que parent, on peut le lire à des enfants plus jeunes. Oui, d'accord. Voilà. Moi, je l'ai lu à ma nièce qui va avoir 6 ans. J'ai d'autres amis qui l'ont lu à leurs enfants qui avaient à peu près 6 ans aussi. Et pareil, ils adorent et ils disent qu'ils n'ont pas peur. Ils n'ont même pas peur, à part une page. Je crois savoir laquelle, moi aussi, j'ai eu peur. Le dessin fait un peu peur, mais illustré du coup, voilà. par Nancy Peña. Voilà, illustré par Nancy Peña. Et là, c'est 2 enfants. Cette fois, j'ai inversé par rapport aux petites cartes secrètes. C'est un petit frère et sa grande sœur qui emménagent dans une maison hantée. Enfin, hantée. On pense qu'elle est hantée, à voir si elle est hantée. Et du coup, il y a 5 histoires avec les 2 personnages et un petit fil rouge tout du long pour une histoire un peu plus globale voilà, sur leurs aventures dans la maison et dans le village. C'est un peu pour moi mon Tom Tom et Nana de l'horreur. Parce que j'adorais Tom Tom et Nana. Moi aussi, mais j'aurais préféré avoir une version horreur quand j'étais gamine, justement. Donc offrez ça à vos enfants, n'hésitez pas. Oui. En tout cas, pour l'instant, les retours que j'ai, les enfants, justement, aiment beaucoup avoir un peu peur, mais pas trop. D'accord. Et c'est ce que j'aimais, moi, quand j'étais petite aussi. Bah oui, c'est donc ça. C'est un peu... Donc je suis trop contente, mais c'est vraiment grâce à mon éditrice que ce projet s'est lancé. Je ne l'aurais pas, moi, lancé de moi-même. Par contre, progressivement, je me rapproche de ce que j'ai envie de faire avec mes contes, parce que moi, mon but, mon rêve, c'est de faire mes contes, les contes de Nina en livre. Et progressivement, on s'approche de la chose. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai faire mon livre voilà, avec mes contes, parce que pour l'instant, il y en a 40 sur mon site, que tout le monde peut lire. Ils sont en libre service. Et voilà. En tout cas, ça me plairait vraiment beaucoup. Mais par contre, ils finissent mal. Souvent. Mais pas tout le temps. Pour conclure, en attendant que tu réussisses à publier les contes de Nina, est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot sur ton prochain projet de film? Eh bien non, je ne peux pas. Ouais, merci, au revoir. Je ne peux pas, mais sachez que j'ai un prochain projet de court-métrage fantastique aussi, qui va bientôt se signer, je l'espère, et peut-être qu'on tournerait cette année. Voilà. Mais tant que c'est pas signé, tant qu'on n'a pas de subvention, tant qu'on n'est pas sur le tournage... Par contre, si on est sur le tournage, je t'appellerai, tu viendras. Bien sûr. Tu viendras sur le tournage. Ah bah avec grand plaisir. Donc ça, ce serait sympa. Ok. Mais sinon, en attendant, j'ai d'autres projets de livres aussi en parallèle. Donc le prochain sortira en février 2023 et ce sera pour les 3 ans. Ah voilà, en fait, je diminue en âge, mais j'essaie de faire tous les âges. Après, ce sera un pour les ados. Okay. Voilà. Super, bah écoute, c'est magnifique. Il y en a pour tout le monde. Bah c'est ça. Mais oui. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour répondre à toutes mes questions et bah on a hâte de voir tous ces projets se concrétiser du coup. Et hâte de voir les tiens aussi. Merci. Oui. À bientôt Anaïs. À bientôt Judith.
Merci infiniment à Anaïs d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir passé sa carrière de réalisatrice de court-métrage en revue avec moi. J'ai très hâte de voir la suite de son travail. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir tous les courts-métrages dont on a parlé et aussi éventuellement le reste de son travail. Maintenant, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite. A priori, la prochaine vidéo, ce sera encore une interview, cette fois un petit peu plus classique, ce sera pour la sortie d'un film. Vous en saurez davantage bientôt. Et comme je vous le disais déjà dans la précédente vidéo, je travaille aussi aux autres formats en ce moment, à la prochaine analyse, et je pense évidemment aux suivantes et à des tas de choses dont j'espère vous parler bientôt. Donc encore merci et à très très vite.